Aujourd'hui, je vous propose une analyse du roman Les robots de Isaac Asimov. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. Les trois lois de la robotique. L'une des contributions les plus célèbres d'Isaac Asimov à la science-fiction est le concept d'un ensemble de lois qui régissent le comportement des robots. Ceux-ci sont connus sous le nom des trois lois de la robotique ou, dans certaines histoires, les trois règles. Dans Runaround, elles sont énoncées comme suit. Règle 1. Un robot ne peut pas blesser un être humain ou, par inaction, permettre à un être humain de se blesser. Règle 2. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf lorsque de tels ordres seraient en conflit avec la première règle. Règle 3. Un robot doit protéger sa propre existence tant qu'une telle protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. À première vue, cela pourrait sembler un ensemble de règles infaillibles et complètes. Dans de nombreuses histoires, cependant, Asimov montre comment l'interprétation du préjudice par les robots peut elle-même être une source de problèmes. Les robots font tout leur possible pour prévenir les dommages, mais seulement le genre de préjudice qu'ils peuvent reconnaître et anticiper. Herbie, le robot de lecture mentale dans Mentor, est peut-être la meilleure illustration de cela dans les robots. Il se rend compte que dire la vérité dans certains cas causerait un préjudice émotionnel aux autres, alors il ment pour épargner les sentiments des gens. C'est quelque chose que tout humain reconnaîtrait comme une pratique susceptible de créer plus de dommages à l'avenir. Les machines qui pilotent l'économie mondiale dans l'inévitable conflit tentent d'épargner l'ego de l'humanité en permettant aux rébellions anti-robots limitées de suivre leur cours. Cette tentative d'équilibrer les impératifs éthiques contradictoires, de sous-peser le préjudice matériel de l'argent perdu contre le préjudice immatériel d'une échymose de l'ego, est peut-être l'aspect le plus humain des robots d'Asimov. Asimov montre également à quelle fréquence les humains sont tentés de s'immiscer dans les trois lois, avec des résultats inattendus et parfois dangereux. Dans Petit robot perdu, par exemple, les ingénieurs sont confrontés au problème d'avoir des robots qui travaillent aux côtés des humains dans un environnement irradié. Le préjudice causé par l'exposition au rayonnement est minime, mais dans le calcul inflexible de l'esprit du robot, c'est néanmoins un préjudice. Ainsi, les premiers efforts sur le projet sont compromis par l'insistance des robots à sauver leurs collègues humains. La solution consiste à concevoir un robot spécial, un peu plus clément dans son interprétation de la première loi. Cependant, cela se retourne contre lui lorsque les robots ainsi conçus en viennent à valoriser leur autopréservation, règle numéro 3, par rapport à la sécurité humaine. Des problèmes similaires surviennent dans Runaround, où une forme rare et précieuse de robot, minier, apprend à se préserver avec une prudence particulière et finit par mettre en danger les humains en évitant le danger lui-même. Dans l'ensemble, les façons dont les trois lois sont appliquées, interprétées et dans certains cas suspendues s'avèrent aussi importantes que les lois elles-mêmes. L'esprit de la machine. Plusieurs des histoires dans Les robots sont de les profondeurs de la façon dont une machine sensible pourrait penser et se sentir. En particulier, Asimov montre comment les robots pourraient développer des tendances qui reflètent les bizarreries, les aspects apparemment uniques de la psychologie humaine. Runaround, par exemple, crée un scénario dans lequel un robot finit par agir comme s'il était ivre. Dans Raison, un robot très sophistiqué développe des croyances religieuses et se nomme prophète d'un culte centré sur la machine. Le robot en question s'accroche avec ténacité à sa croyance et élimine toute preuve qui pourrait mettre ses croyances en doute. Les machines à penser subissent une démonstration psychologique de conflits internes. Herbie tombe en panne parce qu'il refuse de nuire aux humains, même en leur disant la vérité. Et le cerveau sait que la solution qu'il a été chargé de trouver pourrait entraîner un préjudice humain. La trajectoire des 9 histoires dans Les robots est vaguement chronologique, montrant la sophistication croissante des robots déployés sur Terre et plus tard dans tout le système solaire. À mesure que les robots assument de plus grandes responsabilités, ils répliquent à leur façon les bizarreries et les tics que les humains affichent sous le stress. DV5 ou Dave, le robot minier dans
Attraper le lapin développe un ensemble d'habitudes qui sont plus tard reconnues comme la version robotisée de l'agitation nerveuse. Le cerveau, le superordinateur, sensible dans Échappons-nous, a recours à l'évasion plutôt qu'à répondre directement aux questions inconfortables. Par les deux dernières histoires, Évidence et L'inévitable conflit, les robots ont reconnu que s'ils veulent vraiment faire ce qui est le mieux pour les humains, comme l'exige leur programme, ils doivent tenir compte de la psychologie humaine. Stephen Byerley, qui confirme presque qu'il est un robot, reconnaît dans Évidence qu'il doit agir émotionnellement parfois s'il veut être accepté par les humains comme un leader. Dans L'inévitable conflit, les machines qui dirigent l'économie mondiale prennent soin de laisser aux humains l'illusion de l'autonomie tout en orientant l'humanité vers un avenir inconnu. Bien qu'elle ne soit pas la protagoniste de toutes les histoires, la robopsychologue Dr Susan Calvin est au cœur de l'exploration de ce thème. L'idée même que les robots ont une psychologie qui se prête à l'exploration en dit long sur la vision d'Asimov. Les méthodes de Calvin sont également celles qu'un psychologue pourrait appliquer aux humains. Des entrevues sont menées et des évaluations effectuées, les dilemmes posés et des scénarios hypothétiques explorés. En menant son travail, par exemple, en évaluant tous les modèles Nestor dans Petit robot perdu, Calvin est parfaitement consciente qu'elle a affaire à des êtres pensants. Elle sait aussi qu'ils peuvent à leur tour extrapoler ses propres pensées et ses actions. Un monde sur le pilote automatique. Un autre développement à long terme dans les robots est la création d'un gouvernement mondial et plus tard d'une fédération mondiale dans laquelle les nations sont remplacées par des régions. Les histoires individuelles ont été écrites pendant et immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, lorsque beaucoup, y compris Asimov, étaient impatients de voir quel genre d'ordre mondial émergerait après une telle dévastation généralisée. Dans l'ensemble, les robots expriment son optimisme quant à la possibilité qu'une telle structure gouvernementale élimine le gaspillage sous la forme d'une concurrence économique et d'une guerre. Une nouvelle classe de technocrates robotiques avec leur style de gestion axé sur les données remplace les politiciens humains qui ne travaillent que pour leurs propres intérêts ou ceux de leur parti. Les deux histoires à la fin de Les robots donnent l'impression la plus claire de l'avenir tel qu'Asimov l'a vu. Dans Évidence, qui se déroule en 2032, l'humanité en arrive à l'idée de confier aux robots la gestion de la société. Mais d'ici 2052, l'année du conflit inévitable, un groupe d'ordinateurs ultra sophistiqués appelés machines coordonne en effet l'économie mondiale. Les humains servent de coordinateurs régionaux et de coordinateurs mondiaux, mais à un titre de plus en plus nominal. L'ensemble du paradigme de l'État-nation a été remplacé par un paradigme dans lequel les données sur le climat, la démographie et bien d'autres choses sont les moteurs des décisions. Cependant, Asimov ne propose pas de robot-communisme ou même de robot-socialisme. Certains sont encore riches et d'autres sont toujours pauvres. L'idée semble être que si des décisions à grande échelle sont laissées aux machines, les humains peuvent jouir sans danger de l'autonomie à plus petite échelle. Cependant, tout le monde n'accepte pas le régime. De puissants industriels continuent d'insister pour qu'ils puissent faire mieux pour eux-mêmes, bien qu'ils agissent au détriment des autres. Même si sa supériorité est reconnue, concède Asimov, la vie dans une société axée sur les machines peut sembler démoralisante. C'est pourquoi, même en 2052, il imagine une société pour l'humanité existante pour s'opposer au régime ascendant des robots. À la fin de l'inévitable conflit, le coordinateur mondial Stephen Byerley, le gardien des machines par excellence, et peut-être un robot lui-même, exprime son propre mécontentement à l'égard de cet arrangement. L'humanité, dit-il, a perdu son mot à dire dans son avenir. Elle n'en a jamais eu vraiment, réplique le docteur Calvin, après à peine un instant de réflexion. Elle était toujours à la merci de forces qu'elle ne comprenait pas. Calvin comprend et semble même célébrer le compromis. Après tout, les conflits qui ont accablé l'humanité sont finalement inévitables. Ainsi, Asimov semble suggérer que ce genre de progrès technologique, c'est-à-dire l'essor de la machine, est inévitable.